J'ai travaillé comme technicien au service fédéral de surveillance des communications. Cela semble prestigieux, mais en réalité, c'était une routine. Je travaillais dans un petit bâtiment sur une colline, entouré de pins. À l'intérieur, il n'y avait que des appareils, le bruit des systèmes de refroidissement et moi. Ma tâche consistait à surveiller les ondes radio. Je recherchais des anomalies, des stations pirates, des émetteurs non enregistrés, des interférences perturbant le travail des services d'urgence. Je passais 99% de mon temps à écouter du bruit blanc et à faire rouler un stylo sur la table. Cela s'est produit à l'automne 1989. C'était un jeudi. Je parcourais le spectre à la recherche de pics d'activité. Tout était normal. Conversations de camionneurs, bulletins météo, musique pop sur les stations commerciales. Et puis, sur la fréquence 140,3 MHz, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une ligne parfaitement droite. C'était un signal porteur, pur, stable, sans la moindre fluctuation. Imaginez une surface d'eau parfaitement lisse dans un océan agité. C'était exactement cela. Il ne transportait aucune information. Ni voix, ni musique, ni même un simple bourdonnement. Juste de l'énergie concentrée en un seul point du spectre. Le plus étrange était sa source. L'équipement indiquait une forêt dans le nord de l'État, une immense étendue sauvage où il n'y avait rien d'autre que des arbres et des lacs. Pas de ville, pas de base militaire, pas même une ferme isolée. Quelqu'un avait installé un puissant émetteur dans une forêt isolée et diffusait dans l'éther le vide. J'ai consigné les données dans le journal. Heure de détection, 0h17. Fréquence, 140 MHz. Source, azimut, 302 degrés. Distance estimée, environ 200 km. La puissance du signal était incroyable. Pour se percer, l'éther à une telle distance, il fallait un équipement de niveau industriel. J'ai appelé Frank, mon supérieur direct. Il m'a écouté d'une voix endormie. « Un signal porteur ?» a-t-il demandé. « Juste un signal porteur. Peut-être que quelqu'un a un problème avec son équipement. Donnez-lui 24 heures. Si ça ne disparaît pas, nous verrons ce qu'il en est. » C'est ce que j'ai fait. Mais le signal n'a pas disparu. Il était là, dans les ondes, solide comme un roc. Je le vérifiais toutes les heures. La ligne sur l'écran du spectro-analyseur n'a pas bougé d'un pouce. J'ai commencé à le percevoir comme quelque chose de vivant, un observateur silencieux dans le monde des ondes radio. Au bout de 3 jours, quelque chose de nouveau s'est produit. Je buvais mon café refroidi lorsque j'ai entendu une voix familière sortir des haut-parleurs du récepteur de contrôle. C'était le présentateur d'une station d'information située à une centaine de kilomètres au sud. Il lisait les prévisions météorologiques. Je n'y aurais pas prêté attention si ce n'était pour un détail. J'écoutais la fréquence 104,3 MHz, la fréquence de notre signal silencieux. Je suis passé sur la fréquence officielle de la station d'information, K92,1 MHz. Le même présentateur disait la même chose. Mais il y avait une différence. Le signal provenant de la forêt retransmettait ses paroles avec un décalage d'environ une demi-seconde. Il copiait parfaitement l'émission étrangère. Il ne se contentait pas de la retransmettre. Il la recréait à partir de zéro. La qualité était irréprochable, sans aucune interférence, contrairement à l'original, qui sifflait légèrement. J'ai rappelé Frank. Cette fois, il était inquiet. « Il imite une émission ?» a-t-il demandé. « C'est sûr, c'est une infraction grave. Il faut le localiser. » Au cours des semaines suivantes, je n'ai fait que suivre ce signal. Il a cessé de copier la chaîne d'information et a commencé à sauter d'une station à l'autre. Pendant quelques heures, il pouvait devenir une copie exacte d'une station de musique hispanophone, puis d'une radio universitaire avec ses ennuyeuses conférences de philosophie, puis
des communications d'une patrouille de police. Il le faisait avec une précision effrayante. Il copiait non seulement le contenu, mais aussi tous les artefacts techniques. Le léger bourdonnement, les cliquetis du microphone, les particularités de la compression du son. C'était comme si un artiste hyper réaliste, invisible, peignait des portraits sonores. Franck, moi-même et 2 autres ingénieurs du siège social avons essayé de comprendre ce que c'était. Les hypothèses allaient monter bon train. Une expérience militaire secrète. Un système de guerre électronique de nouvelle génération. Une blague très sophistiquée et coûteuse. Cependant, aucune de ces hypothèses n'expliquait pourquoi quelqu'un aurait installé un équipement aussi complexe dans un endroit isolé et l'aurait mis à faire un travail aussi inutile. Nous avons tenté de déterminer l'emplacement exact de la source. La triangulation, à partir de plusieurs postes, nous a donné un carré d'environ 1 km de côté. Il se trouvait au cœur d'une réserve nationale. Le terrain était marécageux et difficile d'accès. Pour s'y rendre, il fallait une préparation sérieuse. À la fin du mois d'octobre, le signal a de nouveau changé. Il a cessé toutes ses imitations. Sur la fréquence 540,3 MHz, le silence régnait à nouveau. Cependant, ce n'était plus le silence initial, le silence mort de l'onde porteuse. Le spectro-analyseur indiquait une micromodulation très complexe que mes oreilles ne pouvaient percevoir. Le signal était bien là, mais il était passé dans un autre mode. J'ai connecté un oscilloscope au récepteur, et j'ai vu. Ce n'était pas une interférence accidentelle. Un motif se dessinait sur l'écran. Une séquence d'impulsions courtes et longues, suivie de pauses de différentes durées. Ce n'était pas le code Morse. Cela ne ressemblait à aucun des protocoles numériques de transmission de données que je connaissais. C'était quelque chose de complètement différent. La structure était cyclique. Un cycle complet durait environ 3 minutes, puis se répétait encore et encore, sans le moindre changement. J'ai enregistré plusieurs cycles sur une bande magnétique. Franck a ordonné d'envoyer l'enregistrement au service d'analyse. Je me suis assis dans ma petite pièce sur la colline et j'ai observé la ligne verte qui traçait sa danse étrange sur l'écran de l'oscilloscope. Un sentiment d'inquiétude ne me quittait pas. Auparavant, le signal nous imitait. Maintenant, il commençait à parler son propre langage, et je ne souhaitais pas savoir ce qu'il essayait de dire. Un soir, pendant mon service, j'ai décidé de faire ce que je n'aurais pas dû faire. J'ai connecté à la sortie du récepteur un haut-parleur puissant, habituellement utilisé pour tester les sirènes, et j'ai monté le volume. Je voulais entendre ce signal, pas le voir sur l'écran, mais l'entendre. Ce n'était pas un son qui a rempli la pièce, c'était une vibration, un grondement grave qui semblait provenir non pas du haut-parleur, mais de partout à la fois. Il assourdissait les oreilles et faisait vibrer les vitres. Mais au-dessus de ce grondement, il y avait des cliquetis, secs, nets, comme si quelqu'un cassait de fines brindilles. Ils s'assemblaient dans le même rythme que celui que je voyais sur l'oscilloscope. Clic, clic, clic. Pause, clic. J'ai dû rester assis ainsi pendant 1 heure à écouter ce rythme inhumain. Un bourdonnement et des cliquetis. Il n'y avait ni mélodie, ni harmonie. Seulement une mathématique froide et distante. J'ai commencé à avoir mal à la tête. À un moment donné, j'ai eu l'impression que les motifs du papier peint de la pièce se mettaient à pulser lentement au rythme de ces cliquetis. J'ai secoué la tête et l'illusion a disparu. J'ai éteint le haut-parleur. Dans le silence assourdissant, j'ai compris 2 choses. Premièrement, ce n'était pas l'armée. Aucune technologie militaire n'aurait diffusé un signal provoquant une gêne physique et des hallucinations visuelles. Cela n'aurait aucun sens sur le plan tactique. Et la deuxième, la plus effrayante, quoi que soit la source de ce signal, elle n'essayait pas de communiquer avec nous. Elle fonctionnait simplement, comme un cœur, comme une étoile à neutrons émet des ondes radio.
C'était le produit dérivé d'un processus quelconque, et ce processus se déroulait à ce moment précis, à 200 km au nord, dans des forêts où personne ne s'aventure jamais. Une semaine après avoir écouté le signal, à travers un puissant haut-parleur, une réponse est arrivée du siège social. Les analystes n'ont pas réussi à déchiffrer la séquence. Ils ont confirmé qu'elle ne ressemblait à aucune méthode connue de codage de l'information. Il ne s'agissait pas d'une transmission de données au sens où nous l'entendons habituellement. L'un des spécialistes a écrit dans une note d'accompagnement une phrase qui m'était restée longtemps en tête. Cela ressemble davantage à une preuve mathématique qu'à un message. La structure présente une complexité excessive et une cohérence interne, atypique pour des signaux de communication artificielle. Frank m'a convoqué dans son bureau. C'était une grande pièce avec une fenêtre donnant sur la ville. Il m'avait toujours donné l'impression d'être quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Mais ce jour-là, il semblait désorienté. Le siège social donne son feu vert pour l'expédition, dit-il sans me regarder. Il regardait la carte de l'État accrochée au mur, la grande tache verte de la réserve nationale. Ils veulent même que nous localisions la source, avec précision, au mètre près. On ne peut pas s'y rendre en voiture, répondis-je. Je sais, préparez un équipement de radiogoniométrie portable, tout ce que vous pouvez transporter, vous et un autre technicien. Vous serez déposé par hélicoptère aussi près que possible. Ensuite, vous continuerez à pied. Qui sera le deuxième? Et personne ne se porte volontaire, dit Frank en me regardant enfin. Tout le monde pense que c'est soit une perte de temps, soit une entreprise trop dangereuse. Vous y allez donc seul. Mais on vous fournira un guide, un habitant de la région. Il travaille pour le service de protection des parcs. Cela ne m'a pas réjoui. Aller dans une forêt profonde, chargée d'appareils, en compagnie d'un inconnu, pour trouver la source d'un signal étrange. Toute cette entreprise sentait les ennuis à plein nez, mais je ne pouvais pas refuser. C'était mon travail. Et, pour être honnête avec moi-même, j'étais mort de curiosité. 2 semaines plus tard, j'étais sur place. Une petite ville à la lisière d'une réserve naturelle. J'ai été accueilli par un homme du nom de Henderson. Il avait une 50aine d'années, le visage buriné et le regard calme et attentif. Il avait passé toute sa vie dans ces bois. Il ne m'a pas posé de questions inutiles sur mon équipement, il a simplement soupesé mes sacs à dos dans ses mains et a hoché la tête. « C'est lourd, mais nous y arriverons », a-t-il dit. L'hélicoptère nous a déposés dans une petite clairière près de la rivière. Au-delà, commençait un territoire accessible uniquement à pied. Les pales ont soulevé un tourbillon de feuilles mortes. Lorsque le bruit de la solice s'est éteint, un silence si profond s'est installé que j'en avais les oreilles bouchées. La forêt nous entourait d'un mur dense et silencieux. Nous avons marché pendant 2 jours. Henderson connaissait cette forêt comme sa poche. Il m'indiquait des sentiers presque invisibles, m'apprenait à traverser les ruisseaux en marchant sur des pierres glissantes et me montrait les meilleurs endroits pour camper la nuit. Je m'arrêtais régulièrement pour déployer mon antenne portable et localiser le signal. Il devenait de plus en plus fort. Nous étions sur la bonne voie. Je n'avais pratiquement pas parlé à Henderson de l'objectif de notre expédition. Il savait seulement que je recherchais la source des interférences radio. Mais c'est lui qui a engagé la conversation. Le 2e soir, autour du feu, il m'a demandé « Ces interférences, elles ne ressemblent ben pas à des craquements ou à des sifflements, n'est-ce pas ?»« Non, ai-je répondu prudemment. C'est un signal régulier. » Henderson est resté silencieux pendant un long moment, remuant les braises avec un bâton. « Il se passe des choses étranges dans la forêt cette année, » dit-il enfin. « Les animaux ne se comportent pas comme d'habitude. Les oiseaux ont quitté la région 1 mois plus tôt que prévu. Pas un seul groupe. Les ours, qui devraient déjà être en hibernation, errent dans la forêt comme des fantômes.
Et ce silence, vous l'avez remarqué? Pas un cri de grillon, pas un coassement de grenouille. Rien. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé un cerf ici, a poursuivi Henderson. Il se tenait au bord du ruisseau et regardait l'eau. Il restait simplement là. Je me suis approché de lui, il ne bougeait pas d'un poil. Ses yeux étaient vides. Je lui ai tapoté le cou. Il était froid comme de la pierre, mais encore en vie. Il respirait. Je suis parti, et le lendemain, je l'ai retrouvé au même endroit. Mort. Aucune trace de prédateur. Il était simplement mort, debout. Un frisson me parcourut, et ce n'était pas dû à la fraîcheur de la nuit. Le 3e jour, nous sommes arrivés au marais. L'air était humide et lourd, ça sentait la pourriture et la tourbe. Mon détecteur indiquait que la source était tout près, à 500 mètres maximum. Le signal était si puissant que l'aiguille de l'appareil était dans le rouge. J'ai dû le régler sur la sensibilité minimale. Nous marchions sur des bosses, enfoncées jusqu'aux chevilles, dans une eau rouillée. Les arbres étaient ici rabougris, tordus, couverts de mousse grise, et le silence devint encore plus dense. Même le vent s'était calmé. « Par ici », dis-je en vérifiant mon appareil. Tout droit. Nous avons parcouru encore une centaine de mètres et sommes arrivés sur une petite clairière sèche au milieu du marais. Elle était parfaitement ronde, d'environ 20 mètres de diamètre. L'herbe y était jaune et sèche, alors que tout autour, tout était vert. Au centre de la clairière, le sol était de nu, comme si quelqu'un avait brûlé un cercle d'1 mètre de diamètre. « C'est ici », dis-je en regardant mon appareil. L'aiguille ne se contentait pas d'être dans le rouge. Elle battait contre la butée comme si elle était devenue folle. La source est ici, juste en dessous de nous. Henderson fit le tour de la clairière. Il était tendu. « Il n'y a rien ici, » dit-il. « Ni poteau, ni antenne, aucune trace de technologie. » Il avait raison. Il n'y avait rien dans la clairière. Aucun émetteur, aucun équipement. Juste de la terre nue au centre et de l'herbe sèche sur les bords. Mais mon appareil indiquait clairement que l'épicentre de l'émission se trouvait au milieu de ce cercle. Le signal venait directement du sol. Je pris ma radio pour contacter Frank. « Base, ici l'équipe de recherche. À vous, » dis-je. Silence. Seul un léger sifflement. « Base, répondez, à vous. » Rien. J'ai vérifié la radio. Elle fonctionnait parfaitement. Ici, en plein air, la communication aurait dû être parfaite. Mais les ondes étaient muettes, comme si quelque chose bloquait toutes les fréquences, à l'exception d'une seule, 143 MHz. Je me suis approché lentement du centre de la clairière. Lorsque j'ai posé le pied dans le cercle de terre nue, je l'ai senti, cette vibration que j'avais entendue à travers le haut-parleur dans ma cabane. Elle venait de sous mes pieds. Un grondement grave, à peine perceptible, qui faisait vibrer les dents. Henderson se tenait au bord de la clairière et me regardait. Son visage était pâle. « Partons d'ici, » dit-il doucement. « Je n'aime pas cet endroit. » Mais je ne pouvais pas partir. Je sortis une petite pelle pliante de mon sac à dos. Je devais savoir ce qu'il y avait là, sous terre. J'enfonçai la pelle dans le sol. Elle s'enfonça facilement, comme dans du sable. Je donnai un coup, puis un autre. Le sol était étrange, sec, friable, de couleur sombre. Et il était chaud. Pas brûlant mais chaud, comme si quelqu'un le réchauffait de l'intérieur. Je creusai plus profondément. À une profondeur d'environ 30 cm, la pelle heurta quelque chose de dur. J'ai dégagé la terre avec mes mains. Ce n'était pas une pierre. La surface était lisse, noire, sans aucune jointure ni raccord. Elle ne reflétait pas la lumière, mais semblait l'absorber. J'ai passé ma main dessus. Elle était chaude et vibrait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Henderson en s'approchant. « Je ne sais pas » répondis-je. Je tapotai la surface noire avec les jointures de mes doigts. Le son était sourd, comme si je tapais sur un morceau de caoutchouc dur.
J'essayais de la rayer avec la lame de mon couteau, mais en vain, pas la moindre égratignure. Nous nous tenions debout devant cette chose, ne sachant que faire. Il était clair que c'était la source du signal, un objet enfoui peu profondément dans le sol qui diffusait son cycle infini. Soudain, Henderson m'a saisi par le bras. « Regarde » a-t-il chuchoté. J'ai levé la tête. Au bord de la clairière, là où commençaient les arbres, quelque chose avait changé. Les branches d'un des arbres tordus et couverts de mousse se courbaient lentement, très lentement. Elles ne se balançaient pas sous le vent. Elles grandissaient, sous nos yeux. Elles s'étendaient comme vers le centre de la clairière, vers nous. Et cette croissance était anormale. Les branches s'allongeaient, de nouvelles pousses apparaissaient et se ramifiaient immédiatement. Tout cela se passait dans un silence complet. Nous sommes des dreams restés immobiles, observant ce processus effrayant et contre nature. Une branche qui se trouvait à 5 mètres de nous s'est allongée d'1 mètre en 1 minute. Sa forme s'est devenue irrégulière, hideuse. « Il faut partir », dis-je en reprenant mes esprits. Immédiatement. Nous avons attrapé nos sacs à dos et nous nous sommes enfuis de la clairière. Nous avons couru sans regarder où nous allions, cassant des branches, tombant dans l'eau, jusqu'à ce que les marécages soient là, loin derrière nous. Nous ne nous sommes arrêtés que lorsque nous avons atteint la terre ferme, dans une forêt normale et vivante. Je me suis retourné. Je ne voyais pas la clairière, mais je la sentais. Les vibrations ont cessé dès que nous nous sommes éloignés suffisamment. J'ai rallumé la radio. « Baz, ici l'équipe de recherche. Répondez !» ai-je crié dans le micro. « Je vous entends, équipe de recherche !» répondit la voix de Frank, étouffée par les interférences dans le haut-parleur. « Que s'est-il passé? Pourquoi n'avez-vous pas répondu ?»« Nous avons trouvé la source, Frank, » dis-je en essayant de reprendre mon souffle. « Vous n'allez pas le croire. » Et je lui racontais tout. Je lui parlais de la clairière, de l'objet noir sous terre, des arbres qui poussaient. Il resta longtemps silencieux. Je pensais que la communication avait été coupée. « Revenez, » dit-il enfin. Sa voix était sourde et fatiguée. « Revenez, ne touchez à rien. » Sur le chemin du retour, Henderson et moi n'avons presque pas parlé. Nous étions tous les deux bouleversés par ce que nous avions vu. Une seule fois, alors que nous approchions de l'endroit où l'hélicoptère devait venir nous chercher, il s'est arrêté et a dit « Ce signal, ce n'est pas juste une interférence. Il fait quelque chose à la forêt. Il la change. » Je n'ai rien répondu. Je l'avais compris moi-même. Le retour fut comme un réveil après un cauchemar. Le bruit de l'hélicoptère, les lumières de la ville, les voix humaines normales, tout cela semblait irréel après le silence sinistre de la forêt. J'ai rédigé un rapport détaillé. Frank m'écouta sans m'interrompre, le visage impassible. Lorsque j'eus terminé, il dit simplement « Bien, rendez-vous chez vous. Reposez-vous. Je vous contacterai. » J'ai dormi presque toute la journée. À mon réveil, le monde semblait être le même. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Là-bas, dans le nord, dans le marais, il y avait quelque chose de noir, de chaud et de vibrant qui diffusait son cycle sans fin. Et cela changeait le monde autour de moi. Quelques jours plus tard, Frank m'a de nouveau convoqué dans son bureau. Il y avait une autre personne dans la pièce, une femme d'environ 35 ans, aux cheveux courts et bruns, avec un regard très attentif. « Voici Sarah », m'a présenté Frank. Elle travaille au service d'analyse. C'est elle qui a étudié votre enregistrement. Sarah m'a serré la main. Sa poignée de main était ferme. « J'aimerais vous poser quelques questions sur ce que vous avez vu, » a-t-elle dit. Sa voix était calme et professionnelle. J'ai raconté à nouveau tout ce qui s'était passé. Sarah ne prenait pas de notes, elle écoutait simplement, la tête légèrement inclinée. Lorsque j'ai mentionné les arbres en pleine croissance, elle a montré pour la première fois une émotion. Ses sourcils se sont légèrement relevés.
Êtes-vous certain qu'il ne s'agissait pas d'une illusion d'optique, d'un jeu d'ombre et de lumière ?» a-t-elle demandé. « Je suis technicien, » ai-je répondu. « Je fais confiance à mes instruments et à mes propres yeux. » L'arbre poussait, à une vitesse anormale. Sarah acquiesça. « L'enregistrement que vous avez fait est unique, » dit-elle. « Nous l'avons passé dans tous les algorithmes de décryptage connus, sans résultat. Mais ensuite, nous avons essayé une autre approche. Nous avons cessé de le considérer comme un message et avons commencé à l'analyser comme un système d'instruction. » Elle ouvrit le dossier qu'elle tenait dans ses mains. Il contenait des impressions avec des graphiques et des diagrammes. Imaginez non pas une langue, mais un processus biochimique enregistré sous forme d'ondes radio, poursuivit-elle. Chaque partie du cycle décrit une étape spécifique, la synthèse des protéines, la division cellulaire, la formation de structures organiques de complexes. Ce signal est en quelque sorte le système d'exploitation de la matière vivante. Je la regardais, essayant de comprendre ce que j'entendais. « Vous voulez dire qu'il contrôle les organismes vivants ?» demandai-je. Il réécrit. « Il contient un ensemble d'instructions pour créer la vie, mais une vie basée sur des principes complètement différents. La biochimie décrite par ce signal n'existe pas sur Terre. Du moins, nous n'en savons rien. Le service a pris une décision, dit-il en regardant la ville. L'objet sera classé comme potentiellement dangereux. La zone autour sera bouclée. La version officielle sera la découverte de minéraux radioactifs rares. Des recherches géologiques sont en cours. Personne ne doit savoir ce qu'il y a réellement là-bas. « Et nous, qu'allons-nous faire ?» demandai-je. « Nous allons surveiller », répondit Sarah. « Nous allons installer des capteurs à distance autour de la zone. Des capteurs sismiques, biologiques, chimiques. Et, bien sûr, nous allons écouter le signal en permanence. Nous devons comprendre ce qu'il fait. » Les mois suivants se transformèrent en une routine étrange et tendue. Je ne restais plus dans ma petite chambre sur la colline. On m'avait transféré dans un centre de surveillance spécialement équipé, dans le sous-sol du siège social. C'était une pièce sans fenêtre, remplie d'appareils. Sarah et 2 autres spécialistes travaillaient avec moi. Notre seule tâche consistait à surveiller la zone. Le signal restait inchangé. Toujours le même cycle de 3 minutes, qui se répétait avec une précision parfaite. Mais le monde autour de lui changeait. Les capteurs que nous avions installés à la limite de la zone fermée transmettaient des données alarmantes. La composition chimique du sol changeait lentement mais sûrement. Des traces de composés organiques qui n'étaient même pas présents auparavant sont apparues dans les échantillons d'air. Les sismographes enregistraient une vibration constante à basse fréquence provenant du centre de la zone, de cette clairière. Les données les plus inquiétantes provenaient des caméras automatiques que nous avions disposées tout autour du périmètre. Elles étaient censées surveiller les animaux. Cependant, il n'y avait aucun animal. En revanche, les caméras enregistraient des changements dans la végétation. Les arbres, à la lisière de la zone, ont commencé à changer. Leurs troncs se courbaient leur écorce se couvrait d'étranges excroissances ressemblant à de la mousse figée. Les feuilles changeaient de couleur, prenant une teinte bleuâtre et maladive. Tout cela se passait très lentement, mais de manière inexorable. La forêt était en train de muter. Un jour, Sarah m'a appelé devant le moniteur principal. Elle a d'afficher une image agrandie provenant d'une des caméras. Sur la photo, on voyait un morceau de terre recouvert de mousse. « Regarde », m'a-t-elle dit avant de lancer l'enregistrement accéléré des dernières 24 heures. Sous mes yeux, la mousse a commencé à pousser. Mais ce n'était pas une croissance normale. Elle ne faisait pas simplement grossir. Elle formait des motifs complexes, fractales, semblables à des motifs de givre sur une vitre. Ces motifs pulsaient lentement, changeant de forme, et je les ai reconnus. C'étaient les mêmes motifs que j'avais vus sur l'écran de l'oscilloscope
lorsque j'avais analysé le signal pour la première fois. Le signal n'était pas simplement diffusé dans l'éther, il se matérialisait dans la réalité physique. La mousse poussait, selon les instructions contenues dans le signal. « Il construit », murmura Sarah. « Je ne sais pas quoi exactement. Un écosystème? Un organisme gigantesque? Mais il utilise les matériaux locaux, les arbres, le sol, la mousse, et les remodèle selon ses propres lois. Nous étions assis dans un sous-sol stérile, à des centaines de kilomètres de cet endroit, mais je sentais des frissons me parcourir le dos. Nous n'étions pas de simples observateurs, nous étions les témoins d'une création, étrange, incompréhensible et potentiellement hostile. Frank devenait de plus en plus sombre. Il tenait des réunions interminables à huis clos. Des rumeurs nous parvenaient selon lesquelles une intervention chirurgicale était envisagée. En termes simples, il voulait larguer une bombe sur la clairière. Mais les militaires s'y opposaient. Personne ne savait comment réagirait l'objet noir sous terre. Et si le choc ne faisait que l'endommager et provoquait une réaction incontrôlable? Et s'il commençait à diffuser quelque chose de pire que des instructions pour cultiver de la mousse? Au milieu de l'hiver, ce que nous redoutions tous arriva. Le signal changea. J'étais de garde de nuit. Soudain, tous les indicateurs du panneau affichant les paramètres du signal se figèrent. Pendant quelques secondes, un silence absolu régna à une fréquence de 140 MHz et 3 dixièmes. Même l'onde porteuse avait disparu. Mon cœur se serra, puis il revint. Mais c'était un signal différent. La structure principale du cycle était restée la même, mais elle était devenue plus complexe, plus longue. Le cycle ne durait plus 3 minutes, mais près de 12. De nouveaux blocs, de nouvelles séquences d'impulsions étaient apparus. C'était comme s'il était passé au niveau supérieur. Sarah est arrivée au bureau au milieu de la nuit. Nous étions assis tous les deux dans le silence bourdonnant du centre de surveillance et regardions les nouveaux motifs que dessinait la ligne verte sur l'écran. « Il a terminé la première phase », dit Sarah. Sa voix était à peine audible. Quoi qu'il soit en train de construire, il a terminé les fondations. Il est maintenant passé à l'érection des murs. Cette même nuit, nous avons reçu un appel du poste d'observation le plus proche de la zone. Ce n'était pas Frank, mais un homme que je ne connaissais pas. Sa voix tremblait. « Il se passe quelque chose ici », a-t-il déclaré. « À la frontière de la zone, les caméras. Elles montrent du mouvement. » Sarah a affiché les images des caméras sur l'écran principal. La première chose que j'ai vue, c'était de la neige. Elle tombait en flocons épais. Mais à travers la tempête, à la lumière des projecteurs infrarouges, nous les avons aperçus. Ils sortaient de la forêt, des profondeurs du territoire transformé. Ils ne ressemblaient à aucun animal connu. Longues, minces, se déplaçant sur plusieurs paires de pattes articulées. Elles n'avaient ni yeux ni tête, au sens habituel du terme. Leur corps semblait être tissé de la même matière que les arbres, modifié, une biomasse sombre et fibreuse. Elles se déplaçaient lentement, maladroitement, comme si elles apprenaient à marcher. Ils atteignirent la limite de la zone, s'arrêtèrent un moment, puis retournèrent aussi lentement dans les profondeurs de la forêt mutante. Ils étaient plusieurs dizaines. Personne ne dit un mot. Nous regardions simplement l'écran, ces créatures impossibles qui disparaissaient dans la tempête. Le signal ne se contentait pas de réécrire la flore. Il commençait à créer sa propre faune. Je me suis souvenu du cerf que Henderson avait trouvé, le cerf aux yeux vides, mort debout. Peut-être n'était-il pas simplement mort, peut-être était-il devenu une matière première, la première pierre de ce nouvel édifice monstrueux qui s'élevait dans les forêts du Nord. L'apparition des mi-portés marcheurs, comme nous les avions surnommés, marqua un tournant. L'observation passive était terminée. Il s'agissait désormais de les contenir. Le périmètre de la zone a été renforcé.
des patrouilles composées d'hommes en uniforme militaire sans insigne sont apparues. Officiellement, elles étaient liées à cela pour protéger les métaux minéraux radioactifs contre les pillards. Officieusement, elles étaient liées pour empêcher quiconque d'entrer et, plus importante encore, pour empêcher quoi que ce soit de sortir. Notre centre de surveillance bourdonnait comme une ruche en effervescence. La quantité de données provenant des capteurs avait considérablement augmenté. Nous travaillions par équipe, 24 heures sur 24. Le sommeil était devenu un luxe. Le monde réel, avec ses changements de jour et de nuit, sa météo et ses actualités, avait cessé d'exister pour moi. Il n'y avait plus qu'une pièce sans fenêtre, des écrans verts et un cycle sonore constant, désormais de 12 minutes. Sarah avait presque élu domicile, au bureau. Elle avait maigri, avait des cernes sous les yeux, mais son esprit fonctionnait à un rythme effréné. Elle et son équipe d'analystes avaient décomposé le nouveau cycle en plusieurs éléments et tenté de comprendre la logique de chaque bloc. Ce n'est plus simplement de la biochimie, m'a-t-elle dit un jour en me montrant un schéma complexe au tableau. Ce bloc, par exemple, il ne décrit pas la création de la matière. Il décrit une interaction, des règles de comportement, une sorte d'instinct de primitif. Si la condition A est remplie, alors l'action B se produit. Il programme les créatures que nous avons vues. Et quelles sont ces règles ? Demandai-je. Principalement, l'évitement. Éviter la lumière vive, éviter les espaces ouverts et éviter certaines fréquences sonores, celles qui ne font pas partie du spectre du signal principal, comme si tout ce qui ne fait pas partie de son monde était perçu comme une menace. Mais la découverte la plus étrange ne concernait pas les marcheurs, elle concernait la forêt elle-même. La végétation, à l'intérieur de la zone, mutait à une vitesse effrayante. Mais il ne s'agissait pas d'une mutation chaotique. Une structure claire se formait. Au centre, autour de la clairière, un noyau constitué de la biomasse la plus transformée, presque méconnaissable, s'était formé. Plus loin, il y avait une ceinture composée de ces arbres hideux et en pleine croissance. Et à la lisière de la zone, la forêt était tout simplement en train de mourir. Les arbres protestaient la motte nue, noire, comme après un incendie. Cela ressemble à un système immunitaire, a suggéré Sarah. La zone crée une zone tampon, une terre morte, pour se séparer de notre monde. Elle s'isole. Le monde à l'intérieur de la zone devenait de plus en plus étrange. Les caméras filmaient parfois des marcheurs qui se livraient à des activités étranges. Ils transportaient des morceaux de bois, modifiés d'un endroit à l'autre, construisaient des structures incompréhensibles, ressemblant à des nids ou à des termitières. Tous leurs mouvements étaient bien désynchronisés. Ils se déplaçaient comme un seul organisme, dirigé par un chef d'orchestre invisible. Un signal. Une nuit, quelque chose est venu perturber cette harmonie inquiétante. L'un des techniciens qui surveillait les ondes m'a appelé. « Léo, venez écouter. » Au milieu du bruit ambiant de la radio, j'entendis quelque chose de nouveau. C'était un autre signal. Il apparaissait sur la fréquence 850 MHz, très faible, intermittent. Mais il était bien là, et lui aussi était composé d'impulsions. « D'où vient-il » demandai-je. Le technicien a pointé la carte sur l'écran. La source se trouvait loin au nord, quelque part dans le ciel au-dessus du Canada. Apparemment en orbite, nous avons orienté toutes nos antennes vers lui. Le signal était très difficile à analyser. Il était instable, comme si sa source tournait sur elle-même dans l'espace. Mais après plusieurs heures de travail, nous avons réussi à en extraire une structure répétitive. Lorsque Sarah l'a vu, elle a pâli. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré. Elle afficha sur un écran la structure de notre signal terrestre et sur un autre celle du nouveau signal spatial. Ils étaient limites similaires, pas identiques, mais construits selon les mêmes principes, même logique, même base mathématique.
comme deux dialectes d'une même langue. Mais il y avait une différence fondamentale. Notre signal était créateur. Il décrivait comment construire. Le nouveau signal était destructeur. « Regarde », dit Sarah en pointant l'écran du doigt. « Voici le bloc de notre signal qui code, disons, la polymérisation d'une molécule organique. Et voici le bloc équivalent dans le nouveau signal. Il décrit le même processus, mais avec une erreur critique qui conduit non pas à la création, mais à la désintégration. C'est un virus numérique destiné à détruire la vie que notre signal construit. Nous sommes tous restés figés, conscients de l'ampleur de ce qui se passait. Ce n'était pas une anomalie fortuite, c'était une attaque délibérée. Quelqu'un ou quelque chose en orbite essayait de détruire ce qui grandissait dans les forêts du Michigan. Et c'est alors que le signal terrestre a réagi. Pour la première fois depuis le début des observations, son cycle s'est interrompu à mi-parcours. Pendant quelques secondes, le silence a régné sur la fréquence de 140 MHz et 3 dixièmes. Puis, il recommença à émettre. Mais ce n'était plus un cycle régulier et calme. C'était un flux de données chaotique et violent. La fréquence flottait légèrement, la modulation était devenue brusque, agressive. « Il se défend !» s'écria Sarah. « Il change son code à la volée. Il tente de contrer le virus. » Cette nuit-là, la guerre a commencé. Une guerre qui se déroulait sur les ondes radio. Deux signaux se sont affrontés dans un combat invisible. Le virus spatial tentait de percer, d'insérer ses instructions destructrices dans le code du signal terrestre. Celui-ci, à son tour, modifiait constamment sa structure, érigeant des défenses contre-attaquant. Les écrans de nos appareils se transformèrent en un kaléidoscope de graphiques et de diagrammes changeants. Cela ressemblait à un combat entre deux programmeurs de génie qui réécrivent le code à la volée pour tenter de pirater le système de leur adversaire. Et cette guerre a immédiatement eu des répercussions sur le monde physique. Le chaos s'est installé à l'intérieur de la zone. Les capteurs sont devenus fous. La température a fluctué de plusieurs dizaines de degrés en quelques minutes. Les sismographes enregistraient des secousses souterraines constantes. Cependant, le plus effrayant, nous l'avons vu sur les caméras. La forêt transformée se tordait dans une agonie atroce. Les arbres se brisaient dans un grand fracas. Leurs troncs se tordaient en spirales inimaginables. Les marcheurs se débattaient dans des convulsions. Leur corps se désagrégeait en morceaux, puis tentaient de se recomposer sous des formes nouvelles, encore plus monstrueuses. La biomasse qui les composait devenait tantôt liquide, tantôt solide. Les structures qu'ils construisaient s'effondraient et se reconstruisaient en amoncellement chaotique. La zone, qui était auparavant un exemple d'un monde étranger mais ordonné, s'est transformée en enfer, en un chaudron bouillonnant où deux forces inconnues se battaient pour le droit de déterminer les lois de la réalité. Frank convoqua une réunion d'urgence. Pour la première fois, je vis une véritable peur dans ses yeux. « Nous ne savons pas comment cela va finir, » dit-il. « Et si les deux perdaient? Et si leur combat provoquait une libération incontrôlable d'énergie? Nous devons évacuer tout le personnel dans un rayon de 50 km. »« Et nous ?» demanda Sarah. « Nous devons continuer à surveiller. »« Vous restez, » répondit Frank d'un ton sec. « Quelqu'un doit surveiller, mais soyez prêts à évacuer en cas d'urgence. » Nous sommes restés. Assis dans notre bunker en béton, nous avons regardé deux forces divines ou démoniaques déchirer un morceau de notre planète. Le sentiment d'impuissance était total. Nous étions des fourmis observant une bataille d'éléphants. À un moment donné, pendant une brève accalmie sur les ondes, je suis sorti fumer une cigarette. Il faisait nuit noire. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. J'ai regardé vers le nord.
là où se déroulait cette bataille, à des centaines de kilomètres de moi. Et j'ai vu, très haut dans le ciel, presque à la limite de la visibilité, une minuscule étincelle de lumière a filé. Elle se déplaçait trop vite pour être un avion et trop lentement pour être une étoile filante. Elle suivait la même trajectoire que celle d'où provenait le signal spatial. Je la regardais et j'ai soudain compris que ce satellite, ou quoi que ce fût, ne se contentait pas d'émettre. Il écoutait également. Il surveillait le résultat de son attaque. À ce moment-là, le signal terrestre entra en action. Il fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il concentra toute son énergie en une impulsion courte et incroyablement puissante, pas sur sa fréquence habituelle, mais sur une fréquence de 850 MHz, sur la fréquence de l'ennemi. Toutes les lampes de notre centre de surveillance ont brillé plus intensément pendant un instant, puis se sont éteintes. L'équipement s'est arrêté. Le système de protection contre les surcharges s'est déclenché. Et moi, debout dans la rue, j'ai vu une étincelle dans le ciel comme une nouvelle étoile minuscule qui a disparu. Il l'avait abattue. L'objet noir venu des marais avait utilisé toute sa puissance pour détruire le satellite ennemi en orbite autour de la Terre. Quelques minutes plus tard, l'alimentation de secours du centre fut rétablie. Nous nous précipitâmes vers les écrans. Le signal spatial avait disparu, complètement. Mais le signal terrestre n'était pas revenu à la normale. Il était déformé, endommagé, comme si, dans cette attaque désespérée, il avait brûlé une partie de lui-même. Le cycle était rompu. Il transmettait un ensemble chaotique de fragments d'anciennes instructions. La guerre dans les airs était terminée. Cependant, en voyant ce que était devenue la zone, je compris que le pire n'avait fait que commencer. Nous étions seuls avec une divinité blessée et imprévisible, enfermée dans le corps agonisant d'une forêt mutante. Après la destruction de la source orbitale, un silence étrange et inquiétant s'est installé. La guerre était terminée, mais la paix n'était pas revenue. Sur la fréquence 60,3 MHz, c'était désormais une cacophonie qui régnait. Le signal endommagé diffusait des fragments de ces anciens cycles, mélangés à des bruits aléatoires et à des fragments de code ressemblant à des râles d'agonie. Cela ne ressemblait plus à un système d'exploitation. Cela ressemblait plutôt aux divagations d'un mourant. Cependant, la zone n'était pas morte. Elle s'était transformée en quelque chose d'autre. Le chaos que nous avions observé pendant la guerre n'avait pas cessé. Il était simplement devenu différent. Moins violent, mais plus sophistiqué. Privé d'instructions claires, l'écosystème créé par le signal avait commencé à vivre sa propre vie imprévisible. Les caméras montraient construit des images cauchemardesques. Les psyrs, marcheurs et d'autres créatures encore plus étranges continuèrent de muter. Mais désormais, leurs mutations ne faisaient plus partie d'un plan global. Elles étaient devenues aléatoires. Certaines d'entre elles se désagrégeaient simplement en flaques de biomasse bouillonnante. D'autres fusionnaient les uns avec les autres pour former d'énormes conglomérats pulsants. La végétation se comportait également de manière imprévisible. Certaines parties de la forêt poussaient rapidement, se transformant en jungles impénétrables de lianes tortueuses et d'excroissances champignonnes. D'autres dépérissaient tout aussi rapidement, se transformant en cendres grises. La zone est devenue une tumeur cancéreuse sur le corps de la planète, instable, imprévisible et, comme nous l'avons rapidement découvert, en expansion. Les capteurs situés sur le périmètre ont commencé à tomber en panne les uns après les autres. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait de problèmes techniques. Cependant, lorsque la patrouille envoyée en reconnaissance n'est pas revenue, il était devenu évident que la frontière de la zone avait bougé. Lentement, de quelques 2 mètres par jour, la forêt transformée engloutissait le territoire environnant. La zone tampon morte avait disparu. Désormais,
La vie mutante était en contact direct avec la nôtre. Frank et ses supérieurs étaient si dans la panique. L'idée d'une intervention chirurgicale était de nouveau sur la table, mais Elazol était désormais encore plus dangereuse. Auparavant, ils craignaient la réaction d'un objet sain et puissant. À présent, ils craignaient la réaction d'un objet blessé et affolé. Et si le coup le poussait à émettre un dernier signal désespéré qui affecterait non seulement la forêt, mais aussi tout ce qui l'entourait, il fut décidé d'envoyer une petite équipe de reconnaissance à l'intérieur de la zone. Pas pour réparer quoi que ce soit, mais uniquement pour évaluer l'état de l'objet noir dans la clairière, pour comprendre s'il était possible de le neutraliser d'une manière ou d'une autre. L'équipe était composée de 4 combattants en combinaison de protection chimique lourde et d'un technicien équipé d'un analyseur de spectre portable. J'étais ce technicien. J'ai accepté sans hésiter, pas par héroïsme, mais parce que je ne pouvais plus rester assis dans un sous-sol à regarder des écrans. Je devais voir tout cela de mes propres yeux. J'avais commencé cette histoire. Il me semblait normal d'être là, à la fin. Nous avons de nouveau été transportés en hélicoptère, mais cette fois-ci, nous avons été déposés beaucoup plus loin de la frontière de la zone. L'air était déjà différent ici. Il était lourd, avec une odeur sucrée à peine perceptible, semblable à celle des fruits trop mûrs et de l'ozone. Nous sommes entrés dans la forêt. Au début, elle semblait presque normale. Mais plus nous avancions, plus les changements devenaient visibles. La mousse sur les arbres avait une couleur étrange. Les feuilles avaient des formes irrégulières. Et le silence. Ce silence oppressant dont je me souvenais si bien. Mais maintenant, il n'était plus paisible. Il était chargé d'une attente tendue. Le chef du groupe, un homme sévère répondant au nom de code Granit, marchait devant nous. Nous avancions lentement, vérifiant constamment les capteurs de nos combinaisons. Mon analyseur portable indiquait que le signal perturbé devenait de plus en plus fort. Lorsque nous avons franchi l'ancienne frontière de la zone, la réalité s'est définitivement effondrée. Les arbres autour de nous étaient à la fois vivants et morts. Leurs troncs étaient d'eau couverts d'excroissance pulsante et leurs branches étaient sèches et cassantes. Le sol sous nos pieds était mou et élastique, comme si nous marchions sur le corps d'un animal géant. Parfois, des filets de vapeur incolores, avec la même odeur sucrée, s'échappaient du sol. Nous avons aperçu l'une de ces créatures. Elle était suspendue à une branche d'arbre, ressemblant à un énorme cocon déformé, tissé de fibres sombres. Elle se balançait lentement et quelque chose bougeait à l'intérieur. Nous l'avons contournée sans baisser nos armes. Plus nous nous approchions du centre, des marécages, plus le paysage devenait insensé. L'espace semblait se déformer. Les arbres poussaient à des angles impossibles, certains parallèlement au sol. Des gouttes d'un liquide huileux flottaient dans l'air sans tomber. Nous sommes arrivés au marécage. L'eau rouillée était maintenant recouverte d'un film irisé, et ce n'étaient pas des bosses qui en émergeaient, mais d'étranges formations cristallines qui brillaient faiblement de l'intérieur. Nous avons suivi un sentier étroit qui semblait avoir été tracé spécialement pour nous. Et soudain, nous avons aperçu une clairière. Elle avait trié de volume. Il n'y avait plus d'herbe sèche. Toute la clairière était recouverte d'une croûte noire et huileuse qui tremblait légèrement. Et au centre, il n'y avait plus de cercle de terre nue. Un objet noir avait émergé à la surface. Il n'était pas lisse. Il ressemblait maintenant à un énorme morceau de charbon fondu. Sa surface était couverte de fissures d'où s'échappait cette vapeur. Il n'était plus chaud. Il dégageait une chaleur palpable et il ne vibrait plus. Il pulsait. Lentement, à quelques secondes d'intervalle, il se dilatait et se contractait à peine, comme un immense cœur malade. Le signal endommagé provenait directement de lui. Mon appareil était en ébullition. Cible en place.
rapporta Granit par radio. L'objet est à la surface. Son état est instable. Nous nous tenions au bord de la clairière, fascinés par ce monstre mourant. La mission était accomplie. Nous devions partir. Mais alors, l'un des combattants, le plus jeune, fit un pas en avant. « Regardez !» dit-il en montrant la surface de l'objet. Quelque chose brillait dans l'une des fissures. Ce n'était pas de la vapeur, c'était de la lumière, une lumière pure et blanche. Pendant que nous regardions, la fissure commença à s'élargir. Les pulsations de l'objet s'accélérèrent. Un grondement sourd et croissant se fit entendre à l'intérieur. « Reculez !» cria Granit. « Reculez tous, immédiatement !» Nous nous sommes mis à courir. Mais il était trop tard. Il y eut un bruit semblable à celui du verre qui se brise, mais amplifié 1000 fois. L'objet noir se fendit. Ce n'était ni de la lumière ni du feu qui s'en échappait. C'était une vague de réalité déformée. Je ne peux décrire ce que j'ai vu. Ce n'était en pas des images. C'était de la pure donnée. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le monde tel que le signal le voyait. Non pas comme un ensemble d'objets, mais comme un gigantesque système d'équations. J'ai vu les formules décrivant mon corps, les arbres autour de moi, l'air que je respirais, se réécrire. Je suis tombé. Le monde autour de moi s'est transformé en une bouillie bouillonnante de couleurs, de sons et de sensations. J'ai vu le costume sur le bras de Gator Granit se transformer en chair vivante et palpitante. J'ai entendu le cri d'un des combattants devenir partie intégrante de la mélodie du signal endommagé. La dernière chose dont je me souviens, c'est la sensation que mon corps n'était plus le mien. Il n'était plus qu'un ensemble d'instructions, et quelqu'un effaçait certaines de lignes pour en écrire d'autres. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient. Lorsque je me suis réveillé, tout était fini. Le silence, total, pas celui de la forêt. Un silence réel, physique. Le signal avait disparu. L'objet s'était apparemment autodétruit lors de sa dernière explosion. J'étais seul, pas de combattants, pas de reste, rien. La forêt autour de moi était figée. Elle n'était plus normale. Elle était simplement figée dans sa phase la plus hideuse, comme une photographie d'un cauchemar. Je me suis levé. Ma combinaison était déchirée mais j'étais indemne. Du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis dirigé vers l'est, loin de cet endroit maudit. Je ne sais pas comment je suis sorti. Quelques jours plus tard, une équipe de recherche m'a retrouvé à la frontière de la zone. J'étais épuisé, mais vivant. J'ai été mis en quarantaine pendant longtemps. Des tests interminables, des analyses, des entretiens avec des psychologues. Ils n'ont trouvé aucune anomalie. Physiquement, j'étais en bonne santé. Mentalement, j'étais stable, autant que possible, après ce que j'avais vécu. La zone a été bouclée pendant des décennies. El Kratiel a été déclaré lieu de contamination écologique irréversible. On nous a ordonné d'oublier l'objet noir, le signal, tout ce que nous avions vu. Officiellement, cette histoire n'a jamais existé. J'ai quitté le service, je mène une vie tranquille. Je travaille dans un petit atelier de réparation d'appareils électroniques. J'essaye de ne pas penser à ce qui s'est passé en 1989. Mais parfois, la nuit, lorsque je ferme les yeux, je revois tout. Pas la forêt, ni les monstres. Je vois une ligne verte sur l'écran de l'oscilloscope. Et j'entends des cliquetis. Parfois, lorsque je soude une carte complexe, mes doigts se mettent à bouger, d'eux-mêmes, suivant un rythme étrange et inconnu. Je regarde le motif formé par les pistes et les contacts, et pendant un instant, il prend tout son sens, profond, étrange, mais parfaitement logique. Je sais que cette expérience ne m'a pas laissé indifférent. Quelque chose de ce signal, de ces instructions, est resté en moi. Un petit fragment de code endormi. Parfois, je rêve que je suis assis dans une pièce sombre et que je transmette quelque chose. Pas avec ma voix, pas avec mes pensées, simplement par mon existence.
et je ne sais pas ce qu'est ce signal. Et le plus effrayant, c'est que je ne sais pas si un jour quelqu'un d'autre, quelque part, loin d'ici, va le capter. Et ce qu'il verra alors, et ce qu'il commencera à construire,